Ok, on y va. Bon, alors déjà, merci d'avoir introduit le sujet. Moi, je suis designer et je fais la majorité de mes projets sur la question de l'assainissement écologique. Et comme je travaille beaucoup en milieu urbain, c'est surtout sur des questions de collecte de l'urine pour faire de l'engrais. Donc à la fois, j'accompagne des projets, par exemple, dans Paris ou là, sur le cas du plateau de Saclay. Mais j'ai aussi conçu, par exemple, un urinoir féminin sans chasse d'eau pour favoriser la collecte de l'urine. Voilà, donc l'ensemble de mes projets sont orientés sur cette thématique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui vous présente le sujet. Alors pour commencer, je pense que je vais passer un peu de temps pour vous raconter pourquoi cette démarche de collecte d'urine est pertinente, pourquoi l'urine est un bon engrais. Parce qu'en fait, je pense que c'est très important de comprendre tous les enjeux environnementaux autour de cette question, avant de se lancer entre guillemets dans des projets, parce qu'en fait, c'est des projets un peu de longue haleine. Donc voilà, je vais faire, toute la première partie, ça va être plutôt sur ça. Ce que je vous propose, c'est, même si on n'est pas très nombreux, que vous posiez vos questions dans le chat et Clémence de Terre et Cité, avec Dorian vont un peu les regarder au fur et à mesure et puis on reviendra dessus à la fin. Et puis par ailleurs, je vais, au milieu de la présentation, parfois vous poser un peu des questions sous forme de sondage. Comme ça fera des petites pauses. Et puis nous, ça nous permet aussi d'évaluer l'avis des gens qui écoutent sur le sujet de l'urine, puisqu'en fait, l'avis de tout le monde est assez important à recueillir. Donc pour commencer, je vais vous raconter un petit peu comment poussent des plantes en quelque sorte. Et donc, évidemment, en agriculture, on a besoin de soleil et d'eau pour faire pousser les cultures, mais on a aussi besoin les plantes ont besoin de ce qui s'appelle des nutriments, et notamment, alors il y en a d'autres, mais les principaux nutriments qui sont recherchés en agriculture, ce sont l'azote, le phosphore et le potassium. Les plantes prélèvent ces nutriments dans le sol via leurs racines. Et puis après, ce sont les atomes, les molécules qui vont permettre de constituer la plante, les feuilles, les tiges, etc. Et donc, qui vont permettre à la plante de grandir. Et puis, une fois qu'on mange ces plantes, les nutriments entrent dans notre corps. Et donc, notre corps les utilise aussi pour que nous puissions à la fois grandir quand on est enfant et ensuite fonctionner quand on est adulte et qu'on arrête de grandir. Mais tous les nutriments qui ensuite vont être dégradés parce que le corps n'en a plus besoin, il les a utilisés et il les fait sortir du corps, ils vont essentiellement sortir via l'urine. Et donc, si on compare la teneur en azote, phosphore et potassium de l'urine par rapport aux matières fécales, on constate que la grande majorité, par exemple l'azote, c'est 90% qui est excrété du corps dans l'urine. Et donc, les matières fécales comportent assez peu d'azote. Et donc, c'est pour cette raison qu'on considère que l'urine est un engrais très riche, en comparaison des matières fécales qui, elles, sont aussi des engrais, mais plutôt engrais organiques, et donc qui vont apporter autre chose et surtout qui vont s'utiliser différemment. On pourra en parler à la fin si vous le souhaitez. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes comme moi, on fait tous pipi dans l'eau et ensuite on tire la chasse d'eau. Et donc, ça fait que cette urine est perdue puisqu'il est dilué dans l'eau à la fois de la chasse, mélangé avec le papier toilette et les matières fécales, mais aussi avec l'eau de la douche et des appareils électroménagers. Et donc, on ne peut pas du tout valoriser ces nutriments pour les utiliser en agriculture. Donc voilà, ça c'est un premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est que cette eau, les eaux usées, il faut bien les rejeter à un moment au milieu naturel pour les remettre quelque part. Et donc, le risque, c'est qu'en fait, on a de l'eau qui est chargée d'urine et donc d'engrais. Et donc, ça fait ce qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation, parce que l'urine engrais va stimuler la prolifération des algues dans les cours d'eau, étouffer les milieux aquatiques, et c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Alors, on observe ce phénomène aussi avec les excréments des animaux. C'est le problème des algues vertes en Bretagne. Mais sauf que là, le phénomène dont moi je vous parle, c'est avec les urines et matières fécales des humains.
Donc, en fait, on considère que l'urine engrais, une fois qu'il est perdu dans l'eau, il devient urine pollution, en quelque sorte. Alors, heureusement, depuis quand même un demi-siècle, on nettoie l'eau des égouts avant de la rejeter dans le milieu naturel. Et donc, on installe ce qu'on appelle des stations d'épuration et qui voilà, vont nettoyer l'eau avant de revenir au milieu naturel. Sauf que ceci, alors, en plus d'avoir un coût sociétal élevé, qui est payé d'ailleurs par le consommateur d'eau, un peu par vos impôts aussi, Heu, requiert aussi beaucoup d'énergie et des ressources fossiles puisque, par exemple, il faut du méthanol pour faire fonctionner les stations d'épuration. Les processus de nettoyage d'eau, sont des processus qui, émettent, une partie non négligeable des émissions de gaz à effet de serre, des villes. Donc, c'est un autre impact négatif de ces structures, de ces infrastructures et surtout, malgré tous ces efforts, il est très difficile de, nettoyer entièrement l'eau et donc, il y a à peu près 40 de l'azote qui n'est pas traité, donc ça, c'est pour l'exemple de l'azote et si on prend une agglomération comme celle de Paris, ça veut dire que, enfin de la région parisienne, pardon, sur 10 millions de gens qui habitent sur l'agglomération, bah, ça fait comme s'il y a 4 millions de gens qui faisaient pipi dans l'eau directement. Donc, c'est quand même énorme et donc, ça fait une pression environnementale très forte sur les rivières qui traversent les métropoles. Donc, si on en revient au fonctionnement de l'agriculture, donc nos légumes qui ont poussé et qui ont prélevé les nutriments dans la terre, ensuite on les récolte et donc on dit que les nutriments sont exportés du sol. Et donc évidemment, la question c'est comment faire pour remettre, en fait, comment maintenir la fertilité des sols agricoles, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé les nutriments, ben, la saison suivante, quels seront les nutriments disponibles pour les plantes? Et donc en agriculture, alors il y a plusieurs manières de maintenir la fertilité des sols. On peut faire de la fixation symbiotique, avec, certaines plantes qui sont capables de le faire en procédant à des rotations de culture. Il y a aussi, les systèmes il y a aussi la possibilité de mettre de l'engrais, issu des excréments animaux. Mais en agriculture conventionnelle, la majorité des engrais qui sont utilisés sont des engrais, dits de synthèse. Donc, il y a alors je vais vous en mentionner 2 sortes surtout. Pour l'azote, c'est l'ammonitrate, donc qui est, fabriqué à partir, de très grosses usines qui utilisent un procédé, qui a été inventé au début du XXe siècle, qui s'appelle Haber-Bosch et qui consomme énormément d'énergie. C'est 2 de la consommation, mondiale d'électricité, heu et ça consomme aussi beaucoup de gaz naturel. Par exemple, aussi pour le phosphore, on extrait le phosphore de mines, donc de mines de roches phosphatées. Et donc, ils sont principalement situés dans la région du Maroc. Et donc là aussi, on est sur un cas de figure avec des ressources qui sont non renouvelables. Et donc, dans les deux cas, c'est la question de la durabilité de notre système alimentaire est énorme puisqu'on est sur des ressources qui arriveront à épuisement. Il y a aussi la question de la disons, enfin, je ne veux pas utiliser le mot résilience, mais il y a l'enjeu que notre alimentation dépend de territoires très éloignés, puisque ces mines de phosphore se situent au Maroc. Et donc, si on parle d'agriculture locale, avoir besoin d'une roche qui est sur un autre continent, c'est quand même paradoxal. Donc voilà pour les engrais de synthèse. Ces engrais ne sont pas utilisés en agriculture biologique, justement probablement parce qu'ils ils n'ont pas cet aspect de durabilité qu'on recherche dans l'agriculture biologique. Alors, vous l'avez compris, enfin, l'alimentation et l'excrétion forment ensemble ce qu'on peut appeler un système. Et notre système à nous, à l'heure d'aujourd'hui, est considéré comme linéaire. Il est linéaire, polluant et énergivore, puisque de part et d'autre de ce système, donc au début et à la fin, on a la présence de deux usines, enfin de deux entités, structures qui sont des usines et qui vont consommer beaucoup d'énergie et générer des pollutions. L'une pour capter l'azote, par exemple l'azote de l'air, et l'autre pour rejeter l'azote, pour nettoyer l'eau dans laquelle on a fait pipi. Alors qu'évidemment, vous avez compris où je voulais en venir, c'est que si on utilise directement cette urine en agriculture, eh ben, notre système alimentation-excrétion pourrait être circulaire.
Cette circularité, donc, c'est ce qu'on appelle la boucle des nutriments et elle consiste à prélever les légumes dans les campagnes, enfin, en tout cas, la production agricole, de faire ensuite exporter cette production dans les villes et qu'une fois qu'on les a consommés et qu'on urine, de remettre ces nutriments dans les champs. Si je vous parle de cette boucle des nutriments aussi, c'est parce qu'elle a longtemps existé dans les sociétés humaines. Et en fait, là, cette image, par exemple, c'était au 19e siècle sur la plaine de Gennevilliers. Donc, c'est la banlieue nord de Paris. Et en fait, toute la banlieue autour de Paris était très agricole. Et donc là, on envoyait directement l'eau des égouts via des canalisations qui arrivaient dans le champ. Et on avait donc bien conscience déjà à l'époque que les excréments avaient des valeurs fertilisantes importantes. Là, par exemple, c'est un système qui permettait de pomper dans les fosses d'aisance des urbains et ensuite qui amenait les matières à l'extérieur de la ville pour les traiter et fabriquer l'engrais. Donc voilà. Et alors, juste pour finir sur l'aspect historique, c'est ce système, cette circularité qui a existé pendant plus d'un siècle, en tout cas, par exemple, à l'échelle de Paris, a été perdu principalement parce qu'on s'est mis à utiliser des engrais de synthèse. Et donc, ça a permis tout à coup aux agriculteurs d'avoir accès à très bas coût, enfin en tout cas à relativement bas coût, à des engrais nouveaux et en quantité plus ou moins illimitée. En tout cas, ça paraissait illimité à l'époque. Alors, pourquoi on se focalise sur l'urine plus que les matières fécales? Donc tout d'abord, il faut savoir que l'urine, ça constitue 1% des eaux usées. Et que pourtant, comme je le disais, par exemple, si on prend le cas de l'azote, comme c'est l'urine qui concentre la majorité de l'azote que nous excrétons et qu'en fait, dans nos eaux usées, il n'y a pas vraiment d'autres sources d'azote, eh bien, en enlevant ce 1% des eaux usées, on enlève déjà presque 80% de l'azote des eaux usées. Ensuite, l'autre avantage de l'urine, c'est qu'elle est salubre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vecteur de micro-organismes pathogènes. Donc, il n'y a pas de risque sanitaire majeur à utiliser l'urine en agriculture, à l'inverse des matières fécales qui, elles, contiennent des pathogènes. Et donc, il y a des traitements extrêmement minutieux à faire avant d'utiliser les matières fécales. Comme elle est liquide, bah, bien sûr, en termes de logistique et de gestion à une échelle urbaine, eh bien, c'est beaucoup plus facile que les matières fécales à mettre en place. Et donc, pour bénéficier de ces avantages de l'urine, il faut procéder à ce qu'on appelle la séparation à la source de l'urine, donc qui consiste à la collecter dès qu'elle est produite par le corps. Donc séparer bien sûr des matières fécales, mais aussi du papier toilette et de la chasse d'eau pour que l'urine ne soit pas diluée. Et donc, comment faire pour réaliser la collecte de l'urine? La première chose qui est un objet que vous connaissez tous et qui est c'est la manière la plus facile, c'est d'utiliser les urinoirs et notamment les urinoirs masculins secs, donc c'est-à-dire sans chasse d'eau, qui sont des urinoirs qui existent déjà et qui sont déjà installés dans les lieux publics. À la base, ils sont installés sans chasse d'eau pour économiser de l'eau parce qu'on n'a pas besoin de tirer la chasse à chaque pipi. Mais donc, il existe des projets où on raccorde directement les urinoirs masculins secs à des cuves d'urine pour la collecter. Il se développe aujourd'hui dans plusieurs contextes des urinoirs féminins. Donc là, en voilà un exemple qui est celui que j'ai conçu. Mais il en existe d'autres, notamment pour plutôt le monde des festivals, collecter l'urine en contexte événementiel. Et enfin, l'autre manière qui est peut-être même la manière majeure de collecter l'urine, c'est ce qu'on appelle les toilettes à séparation d'urine et qui ressemble. Alors ça, c'est un modèle que je vous montre ici, mais il existe plusieurs sortes de modèles où en fait l'urine est évacuée par l'avant, la zone en métal qu'on voit, et les matières fécales et la chasse d'eau partent vers l'arrière. Et donc avec ces toilettes, la seule contrainte entre guillemets, c'est que les hommes doivent s'asseoir pour uriner, sinon s'ils urinent debout, la séparation de l'urine ne se fait pas. Donc, bien sûr, ben, peut-être c'est plus adapté pour l'habitat privé que pour des lieux publics où c'est plus difficile de demander à tout le monde de s'asseoir.
Et enfin, autre avantage de cette histoire de collecte d'urine et d'évacuation de l'urine séparée des eaux usées, c'est qu'en fait, on parle de systèmes là où soit qui consomment pas du tout d'eau parce qu'ils n'ont pas de chasse d'eau, soit très peu. Et donc, quand on sait que la chasse d'eau, c'est 40% de la consommation de l'eau dans les foyers, eh bien, ça permettrait d'économiser cette ressource. Et dans certains cas, ce serait vraiment pertinent. Enfin, dans certaines régions, je veux dire. Alors ensuite, une fois qu'on a collecté l'urine, il y a plusieurs sortes d'engrais qu'on peut fabriquer à partir de l'urine. En fait, faut comprendre que, l'urine, c'est ce qui sort de notre corps, mais quand on va ce qu'on va mettre dans le champ, c'est ce qu'on appelle des urinofertilisants. C'est un engrais fabriqué à partir d'urine. Donc, la version la plus simple de l'urinofertilisant, c'est ce qu'on appelle le lysin. C'est de l'urine qui est stockée 1 à 6 mois selon les conditions de collecte et qui peut ensuite être utilisée directement en agriculture. Donc là, il suffit vraiment de mettre l'urine dans une cuve qui est fermée hermétiquement et qui attend le temps nécessaire. Ensuite, une version beaucoup plus élaborée cette fois-ci, c'est alors là, je vous en présente un produit qui a été même déposé par, enfin voilà, c'est une marque même, mais en fait, le procédé général, c'est que l'urine est stabilisée, puis concentrée, ce qui permet de récupérer un engrais qui est beaucoup plus concentré que l'urine brute et qui a donc les mêmes concentrations que l'ammonitrate que les agriculteurs ont l'habitude d'acheter. Et l'avantage de diminuer le volume général avec un produit plus concentré, c'est qu'évidemment, si on veut le transporter ensuite, eh ben, c'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher, ça pollue moins, etc. Encore une troisième exemple de forme, c'est la struvite, qui sont en fait des cristaux de phosphore issus de l'urine. Donc voilà, en fait, globalement, avec l'urine, on peut avoir une logique soit extractive, soit de concentration, mais l'idée, c'est de soit récupérer ce qu'on veut, enfin les nutriments qui nous intéressent, ou de concentrer. Donc voilà, là, je donne 3 exemples, mais en fait, il en existe beaucoup d'autres. Voilà. Alors là, je vais peut-être passer brièvement, enfin, je sais pas si bon, enfin, en fait, j'ai mis cette slide parce que c'est une question, récurrente et qui est tout à fait légitime sur l'utilisation de l'urine en agriculture, qui est, la problématique des résidus pharmacologiques, qui sont dans l'urine. Alors effectivement, il y a 70 à 80 des médicaments qu'on ingère, heu, dont on retrouve des traces ou des métabolites, enfin ou parfois même la molécule entière, dans l'urine. Donc effectivement, c'est normal de se poser la question, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire dans nos champs s'il y a cette potentielle, pollution? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, bien sûr, vu qu'on fait pipi dans l'eau, ben, en fait, la pollution, elle existe déjà puisque, en fait, ces molécules se retrouvent dans nos rivières. Donc, certes, il faut poser la question de ce qui se passe dans le sol, mais en fait, on est déjà en train de polluer les milieux aquatiques qui sont, beaucoup plus fragiles a priori, que les milieux du sol qui, eux, regorgent de micro-organismes et qui peuvent, notamment dégrader les molécules. Puisqu'en effet, dans le sol, a priori, les molécules vont être dégradées ou se fixer sur des éléments du sol, mais devenir inertes en quelque sorte. Donc ça, c'est des premières approches sur la question. Ensuite, bien sûr, il est possible de traiter l'urine pour enlever ces micropolluants. Le stockage permet un premier traitement, même s'il n'est pas totalement efficace, il permet déjà de neutraliser une partie des molécules et l'utilisation de filtres à charbon permet aussi de réduire la quantité de résidus pharmacologiques, mais là de manière beaucoup plus efficace. Heu, Par ailleurs, je mentionne aussi que l'OMS, qui s'est prononcée sur l'utilisation de l'urine en agriculture, a dit, enfin, en tout cas, a explicité que, la problématique des résidus pharmacologiques n'était pas assez grave, au regard enfin, pour interdire cette pratique, au regard des bénéfices, que ça constituait d'utiliser l'urine en agriculture. Donc eux considèrent que, c'est certes, il faut avoir un œil dessus, mais c'est pas une raison pour ne rien faire. Ensuite, il y a la question bien sûr du fumier animal puisque depuis, 50 ans en élevage, nos animaux, d'élevage prennent des médicaments aussi, parfois dans des concentrations bien supérieures à ce que font les humains. Et donc finalement, on a déjà cette problématique de micropolluants dans le fumier animal.
Et enfin, il convient quand même de dire qu'il y a besoin d'avoir davantage d'analyse dans les sols à moyen et à long terme, donc de comprendre vraiment qu'est-ce que deviennent dans le sol ces micropolluants, puisqu'en fait, tout simplement, on n'a pas de données, que ce soit pour le fumier animal ou les urines. Alors, j'en ai fini pour la partie, très théorique, vis-à-vis de l'urine. Je vous ai annoncé, beaucoup de choses, sans forcément mettre des chiffres ou des publications qui étaient associées. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à consulter le site du programme de recherche OCAPI, qui est vraiment la référence, en France sur le sujet. C'est très bien documenté, et il y a à la fois, les documents scientifiques, qu'ils ont produits ou par d'autres équipes de recherche. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations que j'ai mentionnées là. Par ailleurs, à une échelle beaucoup plus individuelle, il y a ce livre qui est une autre référence sur l'utilisation de l'urine dans son propre potager. Et enfin, il y a le réseau de l'assainissement écologique, où eux, ils ont aussi la question du traitement des matières fécales, bien sûr, mais c'est aussi une ressource d'information sur le sujet. Donc, je vous invite aussi à consulter. Alors là, c'est le moment de la petite pause où je vais réveiller tout le monde et je vais vous proposer de répondre à un petit sondage pour voir qu'est-ce que vous avez. Alors, enfin, plutôt pour comprendre, pour qu'on comprenne d'où est-ce que vous partiez avant de venir à cette conférence. Et donc, voilà, il y a des questions qui vont vous apparaître à l'écran. La première, c'est: saviez-vous ce que devient le contenu de la chasse d'eau? Donc, saviez-vous avant de venir ici, est-ce que vous saviez où partait la chasse d'eau? Et la deuxième question, c'est: saviez-vous d'où viennent les engrais de synthèse? Ah, alors je vois que j'attends encore 3 secondes. Clémence, je te laisse faire la... Alors, normalement, il y a les réponses qui vont apparaître. Alors, globalement, j'ai l'impression que tout le monde avait un petit peu, quand même, au moins un petit peu d'idées sur ces questions-là. Notamment, comme une majorité savait ce que devenait le contenu de la chasse d'eau. Peut-être un peu moins sur la question des engrais de synthèse, qui était un petit peu plus, un peu moins clair. Bon, voilà. Bah, merci d'avoir répondu. On va pouvoir passer à la suite, qui concerne cette fois-ci vraiment le territoire du plateau de Saclay, puisque c'est aussi pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Donc, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, donc le plateau de Saclay a une histoire agricole très riche. Avant d'être un territoire sur lequel il y a un grand projet d'urbanisation, donc il y avait beaucoup d'hectares de terrains agricoles, et qui sont considérés comme étant les plus fertiles d'Europe. Donc, au moment où le projet d'urbanisation a vu le jour, il y a eu en même temps un désir de préserver le caractère agricole de ce territoire, et donc il y a 2500 hectares de terrain qui ont été sanctuarisés pour rester dédiés à l'activité agricole. Donc, en fait, ce territoire va avoir la particularité de faire coexister des territoires urbains nouvellement construits et des territoires agricoles. Et donc, enfin, vous voyez où je veux en venir, c'est là où les questions de flux et de valorisation de nutriments devient particulièrement intéressante. Alors, si on regarde de plus près les flux d'azote sur ce territoire, on se concentre sur l'azote. Bien sûr, il y a les autres nutriments qui nous intéressent, mais c'est plus facile de se focaliser sur un seul. Donc, si on regarde sur les flux d'azote, pour l'agriculture sur le plateau de Saclay, il y a 475 tonnes d'azote qui sont importées via les engrais de synthèse. Donc, c'est-à-dire, c'est de l'azote destiné à l'agriculture qui est synthétisé dans une usine ailleurs et qui est amené sur le plateau de Saclay. De l'autre côté de la chaîne, il y a des habitants, des utilisateurs, enfin des gens qui viennent travailler sur le plateau de Saclay et qui font tous pipi dans les toilettes à chasse d'eau. Cette eau, elle est envoyée à la station d'épuration de Valenton,
qui est quasiment à 35 km du plateau de Saclay. Et donc, cette urine chargée d'azote constitue 847 tonnes d'azote, et donc qui sont perdus dans l'égout et envoyés à 30 km de là. Donc, vous voyez où je veux en venir. Évidemment, il y a au moins la moitié de cet azote qui pourrait remplacer l'azote minéral de synthèse qui est importé. D'autant plus que les chiffres que je vous donne là, ils correspondent au territoire du plateau de Saclay actuel, mais qu'en fait, avec l'augmentation de la population et l'urbanisation du territoire, par exemple, on estime que d'ici 2030, avec tout le Grand Paris, ce sera plus 1 million d'habitants. Et si je mentionne le Grand Paris, c'est aussi parce que tous ces habitants, enfin cette métropole, fait une pression environnementale sur un peu le même bassin d'eau, enfin les mêmes rivières. Donc en fait, il faut prendre en compte tout le territoire. Et on est là sur un territoire où les stations d'épuration sont déjà quasiment à saturation, et elles le seront d'ici 2030 avec cette augmentation de population. Et donc, de toute façon, il faut repenser, ou en tout cas, il va falloir améliorer notre système d'assainissement pour accueillir tous ces nouveaux habitants et tous ces nouveaux usagers du territoire. Et donc, c'est dans ce contexte où il est particulièrement intéressant de se dire, est-ce qu'on va continuer à faire la même chose qu'on a fait pendant 40 ans, certes, qui a permis d'améliorer la qualité de nos cours d'eau, mais qui, en fait, est totalement perfectible et présente de nombreuses failles. Et est-ce que c'est pas l'occasion, de toutes ces nouvelles habitations, de tester, des nouvelles opportunités et notamment cette circularité, des nutriments? Alors là, c'est un très court sondage. On se demandait, si vous étiez déjà familier avec le fait que le plateau de Saclay était un territoire agricole? Alors j'en vois juste pour, parce qu'en fait, on ne sait pas si les utilisateurs, les membres de Spring, sont déjà familiers avec ça. Bon, alors on est super content de découvrir que c'est 100 des répondants qui mettent oui. On aurait presque été inquiet qu'on ait non, mais voilà. Merci. Alors, je vais poursuivre sur la dynamique existante sur le plateau de Saclay. Alors, Dorian l'a un petit peu mentionné tout à l'heure en introduction. En fait, ce territoire, il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été menées, à la fois sociologiques et agronomiques. Sociologiques dans le sens, est-ce que les agriculteurs sont prêts à utiliser l'urine en agriculture? Aussi sur les aspects logistiques, il y a eu beaucoup de calculs aussi qui ont été faits sur des bilans de matière, notamment vis-à-vis de ces flux d'azote que je vous mentionnais tout à l'heure. Là, je vais vous présenter les expérimentations agronomiques qui ont été effectuées sur le plateau de Saclay, avec notamment l'INRAE, le LESU et la Chambre d'agriculture, et qui ont été menées avec un agriculteur du plateau. Donc, il y a eu à la fois des essais en serre et des essais en plein champ. Donc, c'est là où un agriculteur du plateau de Saclay a été sollicité. C'était sur blé et colza, à mon souvenir. Alors là, je vous montre juste, je vous donne pas les chiffres qualitatifs, enfin les données quantitatives, c'est plutôt qualitatif, mais c'est pour voir déjà sur les essais en serre, on voit que ces petits pots d'herbe sans fertilisation, ils poussent peu, et qu'en fait l'ammonitrate et l'urine ont un effet presque semblable. L'urine là, on a une herbe qui est plus dense et même plus verte, mais bon, ça c'est peut-être la lumière. Enfin voilà, les chiffres de cette étude, c'est dans la thèse de Tristan Martin, que je vais ensuite mentionner à plusieurs reprises dans la suite de ces résultats. Pour les essais en plein champ, Tristan Martin a utilisé de l'urine collectée en festival, qu'il a épandue à la fin de l'hiver. Et ensuite, donc plutôt sur des champs de blé et colza, et qui ensuite a été récolté pendant l'été. Et la teneur en azote des récoltes a été mesurée afin de calculer le rendement dans différents cas de figure, alors, avec différents engrais, qui soient organiques ou minéraux. Alors là, ça c'est
une figure que j'ai extrait de son travail. Donc on voit qu'il a testé beaucoup de fertilisants différents. On va se concentrer sur ceux en haut à droite qui sont en fait à la fois en rouge, on a l'ammonitrate et en orange, c'est l'urine. C'est les urinofertilisants. Il a utilisé plusieurs sortes d'urinofertilisants. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 9 parmi tous ceux qui ont été testés qui ont un taux d'efficacité supérieur à 85% par rapport aux engrais chimiques. Et par exemple, l'urine nitrifiée et concentrée que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelait Laurin, a un taux à 110%. Donc, on est vraiment là sur des produits qui peuvent remplacer, en termes d'efficacité agronomique, remplacer les engrais de synthèse. Alors pour ce travail, j'ai bien conscience que là, c'est très succinct ce que je vous présente là, donc je vous invite encore une fois à regarder en détail sur le site de Okapi, parce que c'est un membre de Okapi qui a fait ce travail. Un autre travail important qui a été réalisé, c'est de comparer l'impact des filières, enfin des systèmes. C'est-à-dire à gauche, on a là le système circulaire de valorisation de l'urine, depuis la production jusqu'à l'épandage. Et de l'autre côté, le système linéaire que je vous ai présenté au tout début. Et donc, il convient de se demander sur les aspects consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre et eutrophisation des rivières, est-ce que vraiment l'impact est positif? Peut-être que transporter l'urine en camion depuis le bâtiment jusqu'au champ, peut-être ça va consommer autant d'énergie que de fabriquer de l'ammonitrate. La question est légitime. Donc, Tristan Martin a fait des bilans d'impact pour les différentes filières. Globalement, je vous dis encore une fois en très grande ligne, mais l'idée générale les conclusions générales, c'est que pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre et l'eutrophisation des rivières, l'impact est largement positif en utilisant des urinofertilisants, puisqu'il n'y a pas besoin de traiter l'azote en station d'épuration. Par ailleurs, il y a une vigilance à avoir sur la question de la consommation énergétique, notamment si on utilise des engrais qui sont concentrés et donc il faut de l'énergie pour faire cette concentration. Et donc, une de ces conclusions, c'est aussi de se rendre compte que le plus de se rendre compte que plus le champ est proche du bâtiment où il y a la collecte, moins l'impact sur la consommation énergétique va être important. Et donc, vous comprenez pourquoi le plateau de Saclay est particulièrement intéressant. Donc là, j'ai remis, c'est le nom de sa thèse et elle est en libre accès sur Internet, donc je vous invite à la consulter. Alors, ensuite, la dernière partie de cette présentation, c'est sur justement cette filière pilote dont qui vous a brièvement évoqué Dorian tout à l'heure. Donc en fait, c'est que l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay a décidé de mettre en place la collecte de l'urine dans un des bâtiments qui va être construit d'ici à 2024. Et donc, comme ça va être la première fois que vraiment il y aura à la fois la partie collecte jusqu'à l'utilisation en agriculture, c'est donc une filière pilote qui voit le jour sur le territoire. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc je vous évoquais la notion de filière déjà tout à l'heure. Il faut que chaque élément de la chaîne, chaque maillon soit opérationnel, volontaire, voilà, on ne peut pas juste compter sur la production. Il faut aussi que l'épandage fonctionne, le stockage, voilà. Donc, on en revient d'ailleurs à la question des transports et des réseaux de monsieur qui est présent à la conférence. Et donc, toutes ces questions doivent être posées. Et en fait, chaque contexte de collecte et de valorisation a une réponse différente potentiellement. Puisque à chaque fois, ça dépend de la distance avec le champ, ça dépend du système de collecte, ça dépend, est-ce qu'on est dans un habitat privé, est-ce qu'on est dans un immeuble de bureau, etc. Donc, dans le cas dont je vous parle de cette filière pilote, l'immeuble en question est situé, donc c'est dans le quartier de l'école polytechnique, il est situé juste à côté de l'école AgroParisTech, et les champs qui seront fertilisés sont vraiment tout proches. Voilà, donc c'est même pas quelques kilomètres, je crois, donc voilà. Et donc ça, c'est un énorme avantage, c'est que voilà, la question de la consommation énergétique pour déplacer l'urine, elle est finalement très faible là. Alors, le bâtiment en question, c'est le bâtiment qui recevra le resto universitaire du Crous.
Donc le Resto U qui est situé en rez-de-chaussée et ensuite 4 étages au-dessus qui seront dédiés plutôt à des bureaux qui seront en location. Donc il y aura plusieurs sortes d'entreprises, enfin plusieurs entreprises dans ces bureaux. L'urine sera collectée principalement, enfin même exclusivement via des urinoirs masculins secs. Il y en aura 10 en tout dans tout le bâtiment. Ensuite, il y aura une canalisation d'urine dédiée à la collecte. Donc, c'est la canalisation en noir que vous voyez là. Et donc, c'est une canalisation qui ne recevra que de l'urine. Ensuite, il y a une cuve en sous-sol qui fait 20 mètres cubes et qui récoltera l'urine. Et juste avant d'arriver dans la cuve, l'urine sera filtrée à travers le filtre à charbon pour enlever les éventuels résidus pharmacologiques. Ensuite, 1 à 2 fois par an, l'agriculteur avec qui on travaille pour cette filière pilote viendra avec son propre matériel, pomper, le contenu de la cuve, et ensuite il fera l'épandage sur ses champs de blé et de maïs. Heu alors, l'urine, donc il va l'épandre, mais il y a l'urine va aussi être utilisée pour poursuivre les premières démarches d'expérimentation que je vous mentionnais tout à l'heure. Et donc tout ça avec l'INRAE et la Chambre d'agriculture. Une expérimentation très importante qui va être menée, c'est la question de l'effet de l'urine dans le sol à moyen terme. Donc là, c'est vraiment sur les enjeux des micropolluants, sur la question de la structure du sol, et aussi de la vie dans le sol, des micro-organismes, etc. Il y aura des expérimentations sur l'efficacité agronomique pour poursuivre les travaux de Tristan Martin. Et enfin, cette première filière à moyenne échelle sera l'occasion de mener des enquêtes sociologiques à la fois auprès des agriculteurs, mais aussi des consommateurs et des gestionnaires de bâtiments. Et donc, on peut se demander, après cette première filière qui va voir le jour, quelle sera la suite? Est-ce que tous les nouveaux bâtiments vont être équipés de canalisation d'urine et de collecte d'urine? Et donc, est-ce que, voilà, sur cette filière que je vous montrais tout à l'heure, quel choix va-t-on faire? Est-ce qu'on met une centrale de traitement, etc. Donc, il y a 3 questions qui me semblent très importantes, et après j'en ai terminé, hein, j'ai presque fini. C'est que la question, c'est: est-ce qu'il faut équiper tous les nouveaux bâtiments en collecte d'urine? Si oui, quel volume on récupère? Combien de surface de champs peut-on fertiliser? Mais aussi, est-ce qu'on collecte à la fois dans les bureaux et dans l'habitat? Puisque ce sont quand même 2 démarches assez différentes. Il existe des projets en Scandinavie qui existe depuis les années 90, où l'urine est collectée dans l'habitat. Donc là, à gauche, ce sont des appartements dans tout un immeuble où l'urine est collectée et valorisée en agriculture. À droite, c'est un lotissement avec 28 maisons individuelles. Et ces gens-là, entre les maisons, il y a un réseau collectif d'urine et qui amène l'urine ensuite tout au même endroit dans une cuve qui est tout proche de chez l'agriculteur. Et donc, on pourrait imaginer que entre les bâtiments sur le plateau de Saclay, il y ait aussi des canalisations d'urine pour amener l'urine à l'agriculteur. Aussi, si on a une vraie, un peu une augmentation de cette collecte d'urine, on pourrait réfléchir à une centrale de traitement commune. Et donc, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Je vous disais que je faisais aussi un projet pour la ville de Paris. Le quartier de Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement, va collecter l'urine à l'échelle d'un quartier. Et donc, eux, ils ont fait le choix d'installer la centrale de traitement VUNA. Donc, c'est la centrale qui permet de faire le produit que je vous montrais tout à l'heure, l'Orin. Donc en fait, là, on va avoir des canalisations communes dans tout le quartier. L'urine arrive en sous-sol au niveau de cette petite usine et ensuite elle est transformée pour fabriquer un produit et qui ensuite est un engrais, un fertilisant qui peut être vendu. Alors à terme, on espère pouvoir le vendre en jardinerie. Pour le moment, ce sera uniquement utilisé par le service des espaces verts de la ville de Paris. Et enfin, là, c'est pour conclure,
concernant cette question de boucle des nutriments sur le territoire du plateau de Saclay, ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre en regard cette dynamique de valorisation de l'urine avec aussi la dynamique de circuit court alimentaire qui est en train de se développer sur le plateau de Saclay, puisque l'enjeu, c'est que la production alimentaire qui a lieu sur le plateau ne soit pas exportée loin du plateau, mais soit plutôt consommée sur place, entre guillemets. Et donc, on aurait à la fois un circuit court alimentaire et un circuit court de l'assainissement. On a déjà des réseaux de circuits courts qui existent avec des AMAP ou des associations de ce type. Le PA Paris-Saclay, avec des acteurs du territoire, est en train de mettre en place un projet alimentaire territorial. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir coupler ces deux systèmes en circuit court. Et voilà pour le dernier sondage qui arrive. Et ensuite, j'en aurai terminé et je pourrai prendre toutes vos questions. Alors, je vous lance le sondage. Alors, la première question, c'est est-ce que vous accepteriez d'utiliser des toilettes à séparation d'urine ou des urinoirs secs sur votre lieu de travail? Sachant que pour les hommes, par exemple, peut-être il faut s'asseoir, mais en même temps, vous pouvez avoir des urinoirs masculins. Et accepteriez-vous de consommer des produits agricoles fertilisés à l'urine? Ah, je vois que j'attends encore un peu parce que je vois que les chiffres augmentent alors. Mais je pense que là, on est bon. Hop. Ok, ben donc je suis ravie d'avoir 100% des gens qui ont répondu. Bon, certes, ça fait que 7 personnes, mais c'est pas mal quand même, qui veulent bien consommer des produits agricoles fertilisés à l'urine. Donc c'est super. Et il y a quand même 2 peut-être pour le fait d'avoir des toilettes à séparation d'urine au travail. Donc voilà, si vous souhaitez maintenant prendre la parole pour commenter vos choix ou poser des questions pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se cache derrière ces systèmes, je pense que là, c'est le moment. La parole est à vous. En tout cas, merci pour votre attention. Hop. Écoutez, merci pour l'exposé. Donc, Olivier Ruchot d'Ortix. Je me pose la question par rapport aux urinoirs secs de comment on fait pour éviter les odeurs. Parce qu'on voit dans les urinoirs publics, quand l'eau ne marche pas, comment ça peut sentir. Donc, comment on assure un confort d'utilisation. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question et ça va faire partie des choses qui vont être étudiées dans ce bâtiment pour la filière pilote. Alors, il faut savoir que les urinoirs secs sont équipés de ce qu'on appelle un siphon sec. Donc, c'est en fait un système de membrane qui s'ouvre au moment où l'urine passe et qui se referme derrière. Donc ça permet de bloquer la remontée des odeurs. Ça, c'est le premier dispositif qui existe. Par contre, ça reste un urinoir et donc il convient d'effectuer le nettoyage régulier d'un urinoir public. Comme vous le dites, il y a déjà des problèmes d'odeur avec les urinoirs. Alors là, vous parlez d'urinoirs dont la chasse d'eau est cassée. Mais le problème de cet urinoir-là dont vous parlez, qui a une chasse d'eau cassée, c'est que le siphon qui est à eau, l'eau est progressivement remplacée par l'urine. Et donc, c'est pour ça que ça sent très mauvais. Là, on a un système qui bloque ce problème d'odeur. Et donc, il convient simplement de nettoyer peut-être une fois tous les 2 jours l'urinoir, donc le bol seulement de l'urinoir. Mais ça, c'est un peu comme tous les urinoirs. Donc, voilà. En fait, effectivement, il y a besoin d'avoir une vigilance sur l'entretien, mais c'est rien de démentiel par rapport à ce qu'il faut faire de toute façon dans un urinoir sec. Je pense que la vraie vigilance, c'est aussi sur le type de produit utilisé, puisque évidemment, il ne faut pas que le personnel de ménage utilise de la javel, par exemple. Et donc, on restreint les produits de nettoyage à des choses comme l'acide citrique ou le vinaigre, qui sont relativement neutres.
et qui même aident l'urine à se stabiliser. Donc voilà. Ok, merci. Oui, bonjour, Anne-Claire Burban de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc. Bonjour. Bonjour. J'avais aussi une question aussi liée aux odeurs par rapport à la petite usine de concentration de l'urine à Paris. Comment ça fonctionne exactement? Alors, c'est donc un système qui a été développé par des chercheurs suisses. Donc le système s'appelle VUNA et je pourrais mettre le lien si vous voulez en consulter davantage. En tout cas, ce système, la première étape de ce système, c'est la stabilisation de l'urine. Donc c'est l'utilisation d'une colonne avec des bactéries dedans qui transforme l'urine pour qu'elle soit stabilisée, et c'est cette stabilisation qui bloque les odeurs. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand l'urine sent mauvais, c'est parce que l'azote qui est contenu dans l'urine part sous forme d'ammoniac qui est extrêmement volatile, et c'est ça qui sent mauvais dans l'urine. L'objectif de cette petite usine, c'est de stabiliser l'azote sous une autre forme pour qu'elle ne devienne pas de l'ammoniac. Et donc, en fait, ça prémunit vraiment le risque d'odeur. Et ensuite, après cette stabilisation, l'urine passe par un procédé de distillation pour enlever l'eau et ne récupérer que les nutriments. Et donc ça permet de diviser par 10 le volume général de l'urine. Enfin, le volume de l'engrais au final. C'était une question que j'avais. Le mécanisme de concentration, donc, de distillation, là, il est consommateur d'énergie? Oui, il est consommateur d'énergie, et c'est d'ailleurs pour ça que parmi les études d'ACV menées par Tristan Martin, il y avait un point de vigilance sur l'impact énergétique de cet urinofertilisant. C'est qu'en fait, voilà, alors la valeur exacte en watts, je ne l'ai plus en tête. Ça correspond à peut-être 5 minutes de douche à l'eau chaude ou quelque chose comme ça par jour. Donc, en fait, c'est aussi relatif avec ce que consomme déjà un logement en termes énergétiques. Il en reste pas moins que c'est une consommation énergétique supplémentaire qu'il convient d'interroger. Donc, l'idée de cette concentration en distillation qui effectivement consomme de l'énergie, c'est de la mettre en place seulement si on a un grand volume d'urine pour qu'il y ait vraiment quand même voilà, il y a une économie d'échelle à tous les aspects, sur les aspects évidemment économiques, mais aussi énergétiques. Et aussi, c'est particulièrement intéressant dans les cas où les champs sur lesquels l'urinofertisant est utilisé sont particulièrement loin. Dans Paris, par exemple, c'était assez difficile d'envisager d'installer la collecte à cette échelle, donc sur 10 bâtiments, avec des camions qui faisaient l'aller-retour. En tout cas, c'est le parti pris qui a été choisi. Donc, effectivement, il y a une consommation énergétique, mais ça permettra d'avoir 10 fois moins de camions qui viendront dans Paris pour collecter l'urinofertilisant. Voilà. Oui, parce que de toute façon, ça me paraît clair. Là, dans votre expérimentation, on a un champ qui est juste à côté du point de production. Enfin, vous n'allez pas aller très loin si on reste sur ce modèle-là. Oui, ah oui, exactement. D'ailleurs, on a totalement exclu ce modèle-là pour le système VUNA, et pourrait être intéressant sur le plateau de Saclay uniquement pour la première étape, qui est l'étape de stabilisation que je mentionnais tout à l'heure. Et ça serait particulièrement intéressant justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'odeur lors de l'épandage. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va réfléchir si la filière se développe davantage. C'est est-ce qu'on installe une usine de stabilisation, mais sans la distillation pour ne pas avoir l'impact de consommation énergétique. Okay. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelques questions dans le chat. Peut-on suivre les expérimentations sur un site internet? Alors, pour suivre les recherches, donc je vais vous mettre, il y a ce site, je vous l'indique. Donc, je vous mentionnais dans ma présentation, attendez, je vais rechercher le groupe de recherche Okapi, qui est
basée à l'école des ponts Paris Tech. Et donc, eux sont très, très dynamiques sur, c'est un peu la référence française sur la thématique. Et donc, ils rassemblent sur leur site internet la plupart des informations sur le sujet, à la fois les aspects agronomiques, mais aussi les aspects sociologiques et anthropologiques de la question. Donc voilà, bah oui, merci Maëlys d'avoir mis le lien. Ah mais oui, parce qu'en fait, j'ai écrit que Atéricité, excusez-moi. J'avais envoyé à tout le monde, j'ai pensé avoir envoyé à tout le monde. Voilà, bon. Donc voilà, vous pouvez consulter ça. Et après, eh bien, il y avait le site de RAE que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si... Alors, peut-on imaginer cela à l'échelle d'un village? Oui, tout à fait. En fait, même c'est comme ça que ça a commencé, en Scandinavie. C'est-à-dire que dans les années 90, les premiers projets de fertilisation à l'urine, qui ont vu le jour, c'était des écovillages, qui se montaient ou des éco-hameaux, qui se développaient dans des endroits où il n'y avait pas, la canalisation, du tout à l'égout. Et donc, effectivement, les habitants, alors là, c'était des cas d'éco-village où il y avait aussi des questions d'habitat participatif et où les habitants décidaient eux-mêmes qu'est-ce qu'ils installaient dans leur maison. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont décidé de ne pas se relier à des réseaux d'égouts qui étaient loin et qui allaient coûter très cher, etc. Et donc, ce sont des groupements d'habitat qui se sont organisés avec des canalisations d'urine entre les maisons ou entre les immeubles et une cuve générale de collecte à la sortie du village. Et en fait, l'agriculteur venait pomper directement dans cette cuve et puisque ses champs étaient tout proches. Donc voilà, il y a, je sais pas, est-ce que j'ai pas un lien directement vers, vous pouvez regarder les travaux de Mats Johansson qui a beaucoup relaté qui est un peu, voilà, je vous invite à regarder. Il a participé à beaucoup de ces projets-là et surtout, il a fait une revue bibliographique assez riche sur ces différents projets. Alors, pourquoi ce modèle n'est pas plus répliqué? Eh ben, je pense que, alors, ce qui s'est passé en Scandinavie, en fait, je ne serais pas capable de dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 qui a fait que le boom des années 90 a un peu retombé comme un soufflet. Mais je pense que il y avait quand même, une forte, pas pression, mais le système conventionnel du tout à l'égout et de la station d'épuration était peut-être plus fort en quelque sorte. Par ailleurs, je sais que ces éco-hameaux ont eu des difficultés à maintenir l'engagement auprès de l'agriculteur parce que en fait, les engrais de synthèse coûtaient tellement peu cher à l'achat que l'agriculteur n'avait pas forcément d'intérêt à utiliser les urinofertilisants. Et donc ça a été un gros frein aussi au problème, à la filière. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que on pourrait penser que ceux qui urinent doivent être dédommagés parce que justement, si on a un agriculteur, par exemple, qui utilise mon urine, quelque part, voilà, je pense que c'est comme si je contribue justement à sa culture, mais est-ce que à la fin, les produits qu'il me vend seront moins chers en fait? Quel est justement... Eh bien, alors, c'est une bonne question, hein, mais on peut se dire que s'il y a une valeur fertilisante à l'urine, on peut en faire un modèle économique et la valoriser économiquement. Le problème, c'est que justement, les engrais chimiques coûtent tellement peu cher que aujourd'hui, faire venir un camion pour récupérer les Tout à fait. urinofertilisants, ça coûte plus cher. Donc en fait,
au final, pour le moment, le modèle économique est un peu contraint. Mais bien sûr, si demain, il n'y a plus du tout de ressources minières de phosphore, par exemple, eh ben, l'urine deviendra une vraie ressource sur laquelle on peut mettre aussi une valeur monétaire. Tout à fait. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que c'est un service, enfin, c'est quelque chose qui se met en place, c'est une filière qui s'organise en quelque sorte pour vous débarrasser de votre urine. C'est-à-dire que, en quelque sorte, les gens qui vont construire les canalisations, les gens qui vont faire cet épandage, ils vont travailler pour que vous vous débarrassiez de l'urine. Parce que sinon, si vous accumulez l'urine dans des bidons chez vous, vous allez vite être coincé. Donc, en fait, quelque part, vous payez ce service-là. Vous le payez déjà, le service de l'assainissement, en payant le prix de l'eau, puisque un tiers de l'eau que vous consommez, enfin, vous savez peut-être déjà, mais correspond au fait de nettoyer cette eau. Donc voilà, aujourd'hui, vous ne vous ferez pas payer pour l'urine, mais peut-être dans 50 ans, oui, quelque part, je l'espère. Ça veut dire aussi que les filières se seront énormément développées. Développer. Merci.